la caution, quel levier pour accélérer la transition vers un logement durable? Mais je crois que nous l'élargirons un peu plus que la notion de logement durable avec une approche RSE, comme l'a dit notre président. Les garants, que ce soit des sociétés financières, membres de l'ASF, ou des compagnies d'assurance, il y en a dans la salle, puisque la caution est un métier qui peut être exercé sous différents statuts. Eh bien, les garants sont des parties prenantes importantes de l'écosystème logement, construction, immobilier. En effet, et là on l'a bien compris depuis tout à l'heure, la caution est un outil utile pour soutenir le financement de projets, et notamment les projets liés au logement, les crédits immobiliers aux particuliers, les crédits travaux. Et également un outil pour sécuriser les transactions, sécuriser les opérations pour les particuliers, pour les entreprises, et c'est particulièrement vrai dans les secteurs du logement. Donc ce sont ces deux volets que nous allons voir dans la prochaine grosse demi-heure. L'utilité des cautions et garanties financières pour accélérer vers un logement durable. Petit arrêt sur ce terme logement durable. Pour nous, tel que nous avons organisé cette table ronde, logement durable, c'est avant tout déjà avoir un logement, un toit, un chez-soi. Donc c'est peut-être pas transition énergétique, mais c'est quand même un enjeu sociétal important et Lionel Cos va aborder ce point. Et évidemment, le fait que ce logement soit le plus vertueux dans sa consommation énergétique, parce que ce sera bon pour la planète et bon pour le porte-monnaie des familles. Donc je m'adresse d'emblée à Lionel Cos pour ce premier sujet. Est-ce que vous pouvez nous dresser le panorama, les enjeux de cette problématique, d'où donner votre point de vue? Et on attend surtout que vous nous disiez en quoi la caution des crédits immobiliers, qui est quand même une exception française formidable, puisque les crédits immobiliers sont plutôt cautionnés que garantis par une hypothèque, en quoi ça peut contribuer à un logement durable? Vous avez la parole. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de mettre, je dirais, en avant lors de votre après-midi, lors de vos conférences, le sujet du logement, qui est un sujet essentiel pour les Françaises et les Français, peut-être une des priorités d'ailleurs, et qui est au cœur de nos préoccupations, parce qu'il répond à des enjeux importants. On a tous besoin effectivement d'avoir un logement correct et souvent adapté à sa situation. Mais maintenant, on a rajouté cette notion aussi d'un logement durable, c'est-à-dire que nous nous inscrivons dans la durée et aussi dans une trajectoire. C'est le travail que nous portons d'ailleurs au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes sur une trajectoire qui doit nous amener en 2050 à avoir des bâtiments BBC, c'est-à-dire bas carbone. Voilà, donc on a toute une révolution quelque part à mettre en place. Et il nous reste 25 ans pour transformer tout notre parc et faire en sorte aussi que le parc neuf, qui représente à peu près 1% par an de construction, moins en ce moment, soit, je dirais, adapté aux enjeux de demain. Alors, les enjeux sont des enjeux, bien sûr, de biodiversité, on en parle souvent. Alors, ça, c'est plus lié effectivement à l'étalement urbain, à ce qu'on appelle la sobriété foncière. On a des enjeux décarbonation, je dirais, de notre société, de façon globale, pour faire face au changement climatique et au réchauffement de la planète. Et donc là, j'y reviendrai, mais c'est pour la raison pour laquelle, justement, on va aller sur des bâtiments BBC et pour laquelle nous avons de nombreuses réglementations et déjà un calendrier. Alors c'est vrai que on peut dire que c'est souvent des contraintes, mais je pense qu'il faut le prendre avec un angle très positif, parce que ça nous permet justement de pouvoir aussi accélérer beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles entreprises, par y avoir d'entreprises, donc il y a beaucoup de création et beaucoup en tout cas de start-up qui commencent à devenir des unités qui s'industrialisent et de production. Donc pour arriver à cet objectif de 2050, nous avons légiféré sur plusieurs axes. Tout d'abord donc des normes en matière de construction avec la RE 2020. Maintenant nous avons depuis le 1er janvier la RE 2025. Si je le dis, c'est parce que derrière, ça pourra peut-être j'espère vous inciter à regarder le secteur économique qui travaille sur ces sujets-là, parce qu'il y en a beaucoup. La RE 2025, en fait, c'est par rapport à la RE 2020,
on réduit déjà, je dirais, l'empreinte carbone dans la construction et on commence à intégrer les matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés qui sont essentiels. Après, il y aura le RE 2028. Puis 2032, voilà, tous les 3 ans normalement, donc 2031, pardon, donc tous les 3 ans, on réduit l'empreinte carbone et donc on travaille avec tous les acteurs, puisque la RE25 et la 28 se fait aussi avec toute la filière de la construction et tous les acteurs. Donc là maintenant, nous intégrons les matériaux biosourcés et je pense que votre domaine, que ce soit à travers la caution, à travers les financements, on a un enjeu important pour les entreprises de l'innovation. Nous avons de plus en plus sur nos territoires, parce que bien sûr, il faut recréer, je dirais, la richesse territoriale en matière de construction, en matière de rénovation. Nous avons beaucoup d'entreprises qui ont besoin justement de pouvoir passer du modèle de start-up au modèle d'industrialisation. Et pour ça, ils ont besoin de financement et ils ont besoin d'être accompagnés. Et ça se voit dans la quasi-totalité maintenant. Vous verrez beaucoup de territoires qui ont toutes des pépinières ou des ensembles pour accueillir de la recherche et derrière qui créent des matériaux, je dirais, respectueux de l'environnement. Sur mon territoire, moi, je suis député des Landes, avec sur ma circonscription, j'ai aujourd'hui une entreprise qui est connue, qui est Matereup, qui fait du carbone, enfin du béton bas carbone. J'ai les Chanvres de l'Atlantique, c'est tout ce qui est construction à base de chanvre. J'ai les Wateco qui fait, je dirais, de l'isolation à partir de cellulose. Et ça fait des années que je les connais, des années où ils sont passés de la recherche de l'innovation. Ils ont dû faire des gros investissements pour avoir des unités de production. Ils ont été pendant longtemps, je dirais, pas concurrentiels par rapport aux majors des matériaux du BTP qui avaient l'habitude et qui avaient déjà amorti, je dirais, leurs investissements. Mais justement, avec la RE 2025 et avec l'intégration de matériaux biosourcés dans la construction, je peux vous dire, ce sont les premiers, justement, ils attendaient ça avec impatience et qui aujourd'hui sont en train de lancer des unités de production. Donc ils ont besoin d'outils innovants, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc ça, c'est gérer le côté entreprise, le côté industriel. Et derrière, à côté de ça, nous avons le domaine des particuliers, puisque à côté de la RE 2020 de la construction, vous savez qu'on a aussi pris des engagements forts à partir des notes des DPE, hein, c'est tout ce qui est performance énergétique de nos logements. Et en particulier depuis le 1er janvier, la mise en location des logements qui sont classés G, c'est-à-dire les logements qui sont les plus énergivores, théoriquement, ne peut plus être mis à la location. Voilà, progressivement, en tout cas, nous avons un calendrier et le fait de vouloir monter là aussi pour avoir des logements qui consomment peu d'énergie et qui donc sont plus respectueux pour l'environnement, mais aussi redonnent du pouvoir d'achat pour les Françaises et Français. Donc, bien sûr, les propriétaires ou les bailleurs, lorsqu'ils mettent en location, ont besoin là aussi d'avoir des aides pour la rénovation. On sait que l'enjeu se chiffre à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros qu'il va falloir accompagner. Donc, nous avons... L'État accompagne, parce que c'est bien de mettre des normes, des contraintes, ce qu'on appelle souvent le bateau, mais il faut mettre aussi un petit peu la corde derrière. Donc à travers des aides, des primes, l'État essaie d'accompagner, parce qu'on sait que les Français aiment bien ça aussi, hein, quelque part, pour avancer. On est tous, voilà, Français, on aime bien aussi avoir la petite carotte pour avancer. On sait que c'est un truc qui incite, donc à travers ce qu'on appelle MaPrimeRénov', l'État est présent. Nous avons des financements à travers les C2E, qui sont un certificat d'économie d'énergie. Donc ça, ce sont les énergéticiens qui financent justement les C2E qui permettent de venir aider à la rénovation, à la transition en tout cas énergétique. Et derrière, éventuellement, des collectivités qui peuvent arriver, mais il nous reste bien sûr tout le sujet du reste à charge et tout le sujet du financement avec ou des éco-PTZ ou alors des prêts qu'il va falloir faire dans les banques. Et un sujet d'ailleurs sur lequel le gouvernement s'intéresse pas mal aujourd'hui, c'est la Banque de la Rénovation, où une mission est en cours. Je ne sais pas à quoi elle aboutira, si elle aboutira à titre personnel. Je ne sais pas s'il faut qu'elle aboutisse. En tout cas, il faut qu'il y ait le sujet, parce qu'il faut que le système bancaire actuel, qui à mes yeux a toutes les compétences et a tous les outils pour le faire, en tout cas s'approprie encore plus les outils qui sont peut-être proposés. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille créer un truc en parallèle, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, que vous faites un crédit pour aller acheter une maison, un appartement, qu'après vous allez faire un crédit pour faire la rénovation, ça vous dit qu'il faut aller dans un autre guichet, vous remontez un dossier où la connaissance du client n'est pas faite, etc. Bon, tout ceci reste compliqué, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à mutualiser. Et là, derrière, on aura besoin, bien sûr, de garanties, on aura besoin de caution, on aura besoin que ces centaines de milliards d'euros puissent aussi, je dirais, être engagés le plus rapidement possible. Donc, il va falloir que tout le système que vous représentez soit là et soit opérationnel. Je me permets, je ne voudrais pas être trop long, mais
on a souvent tendance à voir tout ceci comme des contraintes. Moi, je pense que ça peut être, justement, il faut le voir avec le côté positif. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'industries locales sur nos territoires qui est en train de lancer, c'est beaucoup d'emplois qui peut être recréés sur l'ensemble des territoires, et c'est tout un écosystème qui va nous permettre d'être leader au niveau mondial, parce que j'étais au mois de novembre au forum de l'ONU Habitat en Égypte, au Caire, j'étais la semaine dernière à Montréal, sur un forum sur justement le bâtiment bas carbone, matériaux biosourcés. Je veux dire quand même la semaine dernière au Québec, ils nous envient parce qu'ils n'ont aucune norme, aucun calendrier, aucune loi, ni sur la construction, ni sur la rénovation. Donc ils regardent ce que nous on fait en France, ils nous envient et justement ils se disent mais le système que vous avez mis en place, le système que vous êtes en train de multiplier, de massifier, il faut qu'on se raccroche, il faut qu'on avance parce qu'on aura les mêmes problèmes, même si aujourd'hui l'énergie au Québec ne coûte rien. Ils ont la chance d'avoir une énergie décarbonée et qui ne coûte rien, donc ils chauffent les bâtiments sans que ça coûte. Ils savent que de toute façon, les enjeux de demain avec la décarbonation de notre société, c'est le monde entier qui doit se décarboner. Que de toute façon, il va falloir qu'ils y arrivent et que s'ils veulent continuer à avoir des échanges internationaux, des relations, il faut y aller. Donc, ils se retournent vers la France, pays francophone en plus, côté Québec. Et justement, ils sont en train de regarder nos normes RE 2020, nos normes DPE, comment on finance tout ça, comment ils peuvent eux aussi être moteurs et je dirais avancer sur tous ces sujets. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion la semaine dernière, j'ai eu beaucoup d'acteurs là-bas à Montréal, que ce soit des élus, bien sûr, le forum des entreprises, des universitaires. On n'a pas vu le système bancaire et financier là-bas, mais je pense que là aussi, il y aurait peut-être des choses à leur présenter. Le système de cautionnement. Et, bien voilà, ce que je disais, on n'a pas, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, de rencontrer des banquiers. En tout cas, je ne doute pas que ça sera éventuellement si ça doit se faire, mais je crois que notre système de cautionnement français, notre système bancaire globalement français est un système solide. J'ai eu en 2024 l'occasion de porter une PPL qui n'a pas abouti sur la refonte du HCSF, le Conseil de stabilité financière, pour rendre cet outil un petit peu plus transparent, en y intégrant un député et un sénateur, et pour que le HCSF, bien sûr, qui regarde les sujets macro-prudentiels, tienne compte aussi des enjeux économiques et des enjeux de ce qu'on appelle du reste à vivre des clients, ce que les banques savent faire. Donc en fait, on a une instance au-dessus qui impose aux banques des choses que les banques savent faire et dont le système est très 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 solide et qui empêche même de regarder ces enjeux du reste à vivre et ces enjeux du dossier du professionnalisme de notre réseau bancaire. Moi je le disais, on est quand même dans un pays aujourd'hui où quand on est locataire, on peut s'endetter à 50-60%, tout le monde ferme les yeux, et quand on veut être propriétaire et qu'on dépasse les 35%, on nous dit non. C'est quand même une injustice quelque part. Donc, en plus, un pays dans lequel il faut justement accéder à la propriété. Donc, je pense que notre réseau bancaire peut là aussi aider, peut accompagner. Je n'ai pas l'impression que ce petit coup qui n'a pas pu aboutir, mais sur le HCSF, en tout cas, n'a pas revu les modalités de fonctionnement du HCSF, puisque j'ai l'impression que depuis, il n'y a pas eu beaucoup de réunions, ils ne se sont pas beaucoup réunis, ils n'ont pas beaucoup changé en tout cas leurs orientations. Mais je sais aussi que le Sénat, dans le rapport qui a été mené sur le logement l'an passé par la sénatrice Dominique Estrosi-Sassonne, elle a proposé aussi de réformer, de retravailler sur le HCSF. Donc je crois que le Parlement devrait aussi regarder ça, parce qu'on a besoin de s'appuyer sur le système français, de le protéger. Et le protéger, c'est justement lui faire confiance. Lui faire confiance parce que derrière, avec un système qui est solide, un système auquel on fait confiance, on a des filières professionnelles, que ce soit nous, sur le bâtiment, sur les diagnostiqueurs, sur tous les métiers qui interviennent auprès du logement. On a besoin de monter en qualité, on a besoin de redonner confiance aux Français. Et donc tout ça, c'est, je dirais, un ensemblier qu'il faut arriver à consolider et à construire collectivement. Et je sais que vous êtes un fervent défenseur du système de cautionnement à la française. Ben oui, on en a besoin, puisqu'aujourd'hui, alors vous donnerez les chiffres, mais déjà, il est important, de toute façon, on ne peut pas passer sans. Ouais. Et quand on a quelque chose qui marche, il faut le renforcer, il faut s'appuyer dessus. Et je vous le dis, on en a besoin sur deux axes importants. Un, sur le monde industriel, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner pour produire
des nouveaux matériaux, et 2, sur les particuliers qui vont avoir besoin eux aussi de financement et d'accompagnement pour faire face à toute cette transition écologique qui est importante et qui est essentielle. Et donc avançons plutôt que d'essayer de reculer et de freiner. Et on aura besoin du cautionnement parce que c'est un acteur qui permettra justement de sécuriser, de redonner confiance à ceux qui en ont besoin déjà, et vous de vous positionner bien sûr avec la garantie, la mutualisation du risque, la qualité derrière, enfin tout ce que de toute façon vous savez faire, que je connais un petit peu parce qu'avant d'être député, bon, j'étais maire, mais j'étais aussi dans une banque, donc je connais un petit peu ce sujet et je pense que ça n'a pas trop changé depuis. Ce que je vais retenir, c'est cette phrase, il ne faut pas changer quelque chose qui marche et c'est empreint de bon sens. Merci, monsieur le député. Je me tourne vers Fabien Neuflinck. On a vu que le cautionnement, c'est quand même important dans le dispositif de financement des crédits immobiliers à l'habitat. Pourquoi, selon vous, il a dépassé l'hypothèque en France ? Et il a même été considéré au niveau européen comme l'équivalent de l'hypothèque. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien ? Alors déjà, je ne résiste pas au fait de pouvoir rebondir sur le propos de monsieur le député, à savoir que le système de la caution, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne merveilleusement bien. Et donc effectivement, quelque chose, on dit souvent dans tous les milieux qu'il faut travailler ses points forts. Et je pense qu'effectivement, quand ça fonctionne bien, il faut le préserver, mais je pense qu'il ne faut pas seulement le préserver. Je pense qu'il faut effectivement, et ça a été très bien dit par monsieur le député, il faut le renforcer. Et comme on m'a tendu la perche de pouvoir donner peut-être quelques chiffres, pour montrer notamment l'ancrage du système du cautionnement dans le paysage économique, je voudrais juste citer 2 ou 3 chiffres. Alors je sais, comme le disait Bertrand, souvent on ne retient pas les chiffres, mais ces chiffres sont tellement emblématiques et tellement importants que je pense que ça va frapper quand même un peu les esprits. Quand on regarde l'encours de crédit immobilier, donc on parle bien du stock des crédits immobiliers, il s'élève à 1300 milliards, et sur cet encours, on a les 2 tiers aujourd'hui qui sont garantis, puisqu'à chaque fois qu'un établissement bancaire va octroyer un crédit immobilier, il va finalement demander une garantie. Et donc sur ces 1300 milliards, on a les 2 tiers qui sont couverts par une caution. Donc c'est vraiment très important. Et là, on est sur la vision du stock. Alors on pourrait se dire, ça c'est très bien, c'est le stock. Bon, mais peut-être que ça, c'est le poids du passé. Et peut-être que si on regarde les flux, c'est-à-dire la production nouvelle, la situation est un peu différente. Et en fait, même quand on regarde les flux, et si on s'intéresse aux flux par exemple de 2024, il y a eu à peu près 110 milliards de crédits immobiliers qui ont été octroyés hors un certain nombre d'items qui ne sont pas repris, mais 110 milliards. Et là également, sur ces 110 milliards, on a les 2 tiers qui sont couverts par une société de caution. Comme vous le disiez Valérie, qu'elle soit en mode assurantiel ou en mode société de financement, peu importe, quelque part, on a 2 tiers de nos crédits aujourd'hui qui sont couverts par une société de caution. Donc on voit bien quelque part que l'ancrage économique de la caution, il est primordial et il est très fort. Et il est d'autant plus fort qu'il touche un nombre très important de ménages emprunteurs, puisqu'on a un petit peu moins d'un tiers des ménages français qui bénéficient finalement d'un crédit immobilier, mais le patrimoine immobilier, quand on regarde la dispersion du patrimoine brut des ménages, l'immobilier, c'est la part prépondérante. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui de comprendre cet ancrage économique de la caution. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui fait le succès de ce mécanisme qu'on appelle l'exception à la française, mécanisme du cautionnement des crédits immobiliers ? Alors, vous avez raison, et ça a été dit à plusieurs reprises, le modèle de la garantie en France est assez spécifique, puisqu'il repose sur la caution. Ce n'est pas le cas notamment dans des pays à dominante plutôt anglo-saxonne, où on va plutôt recourir à des garanties sous forme hypothécaire. Et ce modèle de garantie, comme il est très spécifique et très français, il est parfois méconnu, parfois aussi mal compris, et on a besoin, souvent d'ailleurs, de le réexpliquer. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on l'explique, on a la chance, notamment à Crédit Logement, d'avoir des échanges très fournis avec différents acteurs, que ce soit les agences de notation, un certain nombre d'investisseurs dans le cadre de stratégies de refinancement. Ils trouvent que ce modèle, il est formidable. Et souvent même, ils nous demandent mais pourquoi il n'est pas plus développé en Europe. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils nous disent mais on ne comprend pas bien finalement pourquoi ce modèle-là, qui a des vertus, on y vient sur ces vertus-là finalement très importantes, pourquoi il n'est pas plus développé.
Et on peut citer deux vertus essentielles, moi, que j'y vois. La première vertu, et ça avait été cité par Michel dans le cadre de la table ronde numéro 1, c'est la mutualisation des risques. La mutualisation des risques, c'est essentiel parce que ça nous permet justement d'embarquer finalement un certain nombre de ménages emprunteurs qui, peut-être qu'avec une autre forme de garantie, n'auraient pas pu obtenir leur crédit immobilier. Donc c'est une forme quelque part de solidarité qu'on arrive à installer entre les différents emprunteurs, et ça c'est une vertu, on va dire, principale. Et il y a une deuxième vertu très opérationnelle, et à la limite on pourrait presque en faire un slogan si on le souhaitait, c'est que c'est plus rapide, c'est plus simple et c'est moins cher que la garantie hypothécaire notamment. Donc c'est vraiment une vertu très 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 importante, et les deux vertus, je pense, participent pleinement au succès de la caution. Alors, je rebondis sur la caution vertueuse. Est-ce que vous pouvez, Fabien, nous expliquer qu'est-ce qui est vertueux? Ça veut dire quoi un système vertueux? Le système du cautionnement vertueux dans le crédit à l'habitat? Valérie, ce système, il est vertueux pour, on pourrait dire, une raison, là, surtout principale, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Et quand on parle de responsabilité sociétale, elle est particulièrement ancrée dans le mode de fonctionnement de la caution. Et là aussi, dans la responsabilité sociétale, on va bien voir qu'on a deux grands axes. On a la responsabilité sociale. Et on en parlait, le modèle finalement de la caution, même le modèle de l'octroi finalement de crédit immobilier en France, il est très particulier puisqu'il repose sur une analyse de la solvabilité de l'emprunteur. On sait qu'on a deux grandes vertus en France dans l'octroi de crédit immobilier. On a d'une part l'analyse de solvabilité et d'autre part le mécanisme des taux fixes qui est quand même très protecteur. Et cette analyse de la solvabilité, elle est au cœur finalement du fonctionnement de l'octroi de crédit et du coup de la délivrance de garanties également de caution. Et pourquoi c'est vertueux? Parce qu'en s'intéressant finalement à la solvabilité de l'emprunteur, on va faire attention à une chose essentielle, c'est cet emprunteur a-t-il les moyens finalement d'assumer la responsabilité d'un crédit? Et ça, c'est dans la durée. Et effectivement, et c'est important de dire dans la durée, parce qu'on va éviter des situations très souvent de surendettement grâce justement à l'analyse que l'on va faire de la situation intrinsèque de chaque emprunteur. Mais comme vous le mentionnez dans la durée, j'y vois tout de suite un autre domaine dans cette responsabilité sociale. C'est que quand on octroie un crédit, au début, tout va bien. Mais il peut y avoir des moments dans la vie où un emprunteur peut avoir un accident de la vie. Il peut être confronté à une difficulté passagère dans le remboursement de son crédit. Et là, la caution, contrairement à un système qui reposerait uniquement sur la valeur du bien, la caution va toujours, la société de caution, mettre en avant la partie amiable, la partie écoute finalement de l'emprunteur. Et ça également, ça fait partie de la responsabilité sociale de la caution qu'on n'a pas quand on a un mécanisme qui repose quasi exclusivement sur la valorisation du bien, parce que dès que ça repose sur la valorisation du bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt essayer de faire valoir sa garantie sans forcément rechercher une solution avec l'emprunteur. Et puis on parlait de la responsabilité sociale, qui est un des grands axes de la responsabilité sociétale, mais on a une deuxième responsabilité qui a été parfaitement évoquée par monsieur le député, c'est la responsabilité environnementale. Les sociétés de caution sont depuis maintenant plusieurs années pleinement engagées dans des actions de financement de la rénovation énergétique qui ont été déjà particulièrement évoquées. Et ça, c'est notre deuxième grand axe de responsabilité que l'on met en avant. Voilà, prise en compte des DPE, etc., etc. Justement, je vais rebondir sur la responsabilité environnementale et me tourner vers David Marchal, représentant de l'ADEME, avec cette question. En quoi concrètement le cautionnement peut-il accélérer la transition énergétique et quel est l'apport de vos travaux en fait? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, je m'appelle David Marchal, je travaille à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui est une agence d'expertise et de financement de la transition écologique. Alors, on ne finance pas la rénovation des bâtiments, mais néanmoins, étant donné les polémiques actuelles sur l'ADEME, j'en profite pour dire que sur les 3,5 milliards d'euros de subventions qu'on a allouées, enfin de budget de l'ADEME 2024, 92% sont des subventions aux collectivités et aux entreprises et ne permettent pas à l'ADEME
l'acquisition de lustres en cristal ou autre petit détail qu'on voit dans les journaux ces temps-ci. Ça, c'est fait. Voilà. Il y a des organismes utiles. Voilà. En tout cas, on profite peu personnellement de ces montants-là. Alors, et on est aussi une agence d'expertise. Et sur le sujet de l'expertise, justement, on regarde attentivement la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Rénovation énergétique des bâtiments, comme ça a été dit par monsieur le député, qui est un enjeu majeur dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous, on estime qu'il faudrait que d'ici 2050, 80 à 90% du parc soit en classe DPE A ou B, diagnostic de performance énergétique A ou B. Aujourd'hui, il y a 6% du parc qui est en classe DPE A ou B. Alors l'enjeu, il est énorme, et l'enjeu pour nous, il passe par la rénovation performante des logements. Donc c'est-à-dire vraiment une rénovation d'envergure qui prend en compte plusieurs travaux, 6 postes de travaux, que ce soit le chauffage, l'isolation des parois, l'isolation des vitrages, la ventilation, etc. Et ça, bien entendu, c'est aujourd'hui pas vraiment mis en place dans l'économie française. Il y a à peu près entre 50 et 90 000 rénovations d'envergure qui sont faites tous les ans, alors qu'il en faudrait 700 000. Les derniers chiffres justement de l'ANA sur MaPrimeRénov' l'année dernière, c'est 90 000 rénovations d'ampleur. Donc c'est pas mal, ça accélère, puisque effectivement MaPrimeRénov' axe sur ce sujet de la rénovation globale. Pour faire ça, j'ai parlé du DPE. Enfin, il nous semble que le DPE aujourd'hui, c'est un instrument de thermomètre quand même efficace, le diagnostic de performance énergétique, qui est souvent critiqué, qui s'est beaucoup amélioré les années passées, et qui permet aujourd'hui de mesurer, en tout cas, à la fois les dépenses énergétiques et les émissions de CO2 d'un logement, mais aussi sa valeur verte. Les notaires de France publient tous les ans, depuis quelques années, une évaluation de la valeur verte des logements. Dans la dernière publication qu'ils ont faite il y a quelques semaines, on peut noter que ils estiment que la valeur verte d'un logement qui est en DPE A ou B vaut entre 6% de plus et 18% de plus qu'un logement qui est en étiquette D. Donc en Occitanie, si je répète le chiffre, en Occitanie, un logement en A ou B se vend 18% plus cher que le logement équivalent qui serait en étiquette D. Donc c'est la valeur verte du logement qui est ainsi dénotée, et qui donc aussi vise, si je le mets en avant, c'est pour inciter bien entendu à se lancer dans des rénovations, et des rénovations qui permettent de sauter pas mal de classes d'étiquettes, donc des rénovations performantes. Comment vous voyez le sujet du financement, oui, et donc de la caution derrière? Le sujet du financement, il est bien entendu évident, parce que ce chantier, il est énorme. Ce chantier, il va nécessiter, nous on estime, de doubler les investissements dans la rénovation d'ici 2050. On passer de 20 milliards à 40 milliards d'euros par an dans la rénovation. Donc c'est bien entendu un énorme sujet. Alors, pour nous, le sujet du financement porte sur quelques sujets. Trois enjeux majeurs. Un, c'est la garantie de performance. Aujourd'hui, on est capable de dire, au moment où on rénove une maison, qu'elle peut atteindre tel niveau de performance. Et les groupements d'acteurs, les groupements d'artisans sont en mesure aujourd'hui de pouvoir dire on vous fait une rénovation et on vous garantit, on atteindra ce niveau de performance, cette étiquette. Ça n'existe pas en vrai aujourd'hui, mais en tout cas, cette notion de garantie de performance, les outils, la connaissance du parc, les technologies existent pour le faire. Deuxièmement, il y a un sujet de simplification pour les ménages. C'est compliqué, et on a besoin d'un opérateur ensemblier, d'une approche qui permette aux ménages d'éviter de multiples interlocuteurs. Puis enfin, il y a le sujet du modèle économique. Comment on fait pour financer tout ça, de trouver des façons de financer dans la durée. On peut imaginer, par exemple, effectivement, que les banques, jusqu'à présent, se sont assez peu intéressées au sujet de la rénovation, et notamment de la distribution de l'éco-PTZ. Mais on peut imaginer des nouvelles modalités de financement. Quand je fais une rénovation d'ampleur sur un immeuble, je peux imaginer qu'en ajoutant un étage, en profitant de cette rénovation énergétique pour ajouter un étage,
la société de financement, la banque, se rémunère sur la valeur foncière ainsi créée par la location ou la vente du logement supplémentaire ainsi créé. Donc c'est ça, voilà, il faut imaginer ces nouveaux modèles de financement. On peut aussi imaginer l'installation de panneaux solaires qui vont permettre des revenus aussi, par exemple. Alors autour de ça, nous, on a deux principales actions. La première, c'est dans le cadre de France 2030. On est opérateur dans le cadre de France 2030. On a mené un appel à projet qui s'appelle Oreno pour susciter la naissance d'opérateurs ensembliers qui regroupent des groupements d'artisans, sociétés, les banques, les acteurs du financement. Alors les acteurs de la caution, je ne suis pas sûr qu'ils sont dedans, mais pas suffisamment présents. Voilà, exactement. Mais il y aura. Mais voilà, je tends la perche. Je tends la perche. Et en tout cas, nous, ce sur quoi on a été très contents, c'est que là, il y a 6 lauréats d'opérateurs ensembliers qui ont été retenus pour l'instant. Dans ces lauréats, il y a beaucoup de banques. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que jusqu'à présent, les banques y allaient peu sur ces sujets. Ces 6 lauréats devraient permettre de faire 25 000 logements rénovés par an, voilà, grâce à cette notion d'opérateur ensemblier qui va proposer des contrats de garantie de performance. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet FIRENO+. Là, ce sont plus des groupes de travail qui sont organisés dans le cadre d'un financement européen pour imaginer ces solutions de financement de demain de la rénovation. Et là, on a bien quelques acteurs du cautionnement qui sont dedans. Alors moi, j'ai noté notamment la SGF Gaz qui fait partie des discussions, et avec deux idées qui sont discutées, notamment la question de reconsidérer les critères de solvabilité. Justement, on en parlait, en prenant en compte la baisse des consommations d'énergie d'un logement grâce à une rénovation, et donc voilà, de voir dans la durée, et donc se dire oui, on peut peut-être plus facilement octroyer des prêts à des personnes qui ont moins de revenus en prenant en compte la question de la baisse des dépenses énergétiques des ménages. Et puis l'autre sujet, c'est un sujet plus opérationnel, c'est comment les banques pourraient préfinancer les aides de l'État qui arrivent un peu tard, parfois dans le chemin de financement, comment finalement il pourrait y avoir une sorte de là aussi sans doute un sujet de garantie quand même pour que les banques avancent ces aides de l'État. Voilà, donc il y a clairement sur le sujet de la rénovation, dans mon exposé, j'ai essayé de vous expliquer à quel point c'est un enjeu important et à quel point effectivement on a le sujet de la mobilisation des acteurs du financement qui est primordial. Et j'ajoute peut-être un point qui a été mentionné tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est que c'est effectivement un sujet de croissance économique et de valeur ajoutée, ce chantier de la rénovation. Il ne faut pas le prendre comme encore une contrainte de plus, c'est au contraire une opportunité de marché. Je disais qu'il y a doublement, il faut doubler les milliards d'euros qui sont aujourd'hui mobilisés pour la rénovation des logements. Ça veut dire aussi qu'il y a des emplois en plus. Nous, on estime qu'il doit y avoir un doublement aussi du nombre d'ETP aujourd'hui dans la réno. On estime 250 000 ETP dans la réno. Il en faudrait 500 000 pour faire ce chantier. 500 000 ETP dans la réno, c'est aussi une opportunité soit de croissance, soit de relais de croissance pour, par exemple, le bâtiment neuf en ce moment qui se porte pas bien. Il y a aussi un enjeu de rediriger la force de frappe des majors du neuf sur le chantier national de la rénovation énergétique. Merci David Marchal. On voit que les besoins sont colossaux, que les garants ont un rôle à jouer. Très rapidement, Fabien, qu'est-ce qui est fait concrètement chez les garants pour répondre à ces besoins-là ? Alors effectivement, comme le disait David, il y aura des besoins qui vont être colossaux. Alors il y a déjà d'ailleurs des choses qu'on fait déjà dans plein de domaines. Les besoins vont être colossaux, et quand on parle de besoins colossaux, ça veut dire des demandes de financement. Et quand on parle de demandes de financement, forcément, c'est des garanties qui vont être associées également à ces demandes de financement. 3 exemples majeurs sur lesquels les sociétés de caution interviennent de manière déjà très active et depuis fort longtemps par ailleurs. Sur le marché du neuf, on délivre des garanties caution sur des financements octroyés sur le marché du neuf, et effectivement qui ont cette vertu d'avoir des classifications de DPE A ou B, et donc qui sont bonifiées, et donc ça participe, le financement du neuf, par nature au verdissement du parc immobilier français. La deuxième action que l'on fait au quotidien également, c'est finalement la délivrance de garanties dans des travaux de rénovation énergétique associés à des biens.
Donc on a aussi nos modèles qui nous permettent justement de capturer justement cette amélioration énergétique et comme vous l'avez mentionné David, d'essayer de voir comment on peut éventuellement par exemple bonifier un taux d'effort parce qu'on sait qu'il va y avoir un gain en termes de revenus dans le cadre de travaux. Donc ça, on y travaille également et on intervient de manière très active sur ce sujet-là. Et un troisième exemple, Valérie, c'est la délivrance de garanties sur les travaux de rénovation énergétique qui sont réalisés dans les copropriétés, puisqu'on sait que les copropriétés, c'est un petit peu plus de 10 millions de logements, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'on arrivera à rénover le parc immobilier français si on ne s'intéresse pas aux copropriétés. Donc là, on a un vrai gros travail, et on y travaille de manière très active depuis un certain temps. Financement des prêts travaux aux copropriétés notamment. Alors les copropriétés, parlons-en. Donc je vous parlais des cautions de crédit à l'habitat, mais en tant que garant, il y a un rôle majeur des garants pour sécuriser les professionnels de l'immobilier et notamment les syndics de copropriété qui sont au cœur de la rénovation énergétique. Un éminent représentant du métier de garant de ces professions, Romain Nathalie. Qui sont ces professionnels et quel rôle ont-ils, notamment dans ces sujets de rénovation? Alors bonsoir à tous, merci. Alors déjà, effectivement, la garantie financière que nous délivrons est une garantie financière légale, donc prévue par la loi, une spécificité française très ancienne, puisqu'elle date de 1970 et la loi de son concepteur, M. Hoguet. Alors qui sont les professionnels qui vont être amenés à jouer un rôle majeur dans cette rénovation? Évidemment, c'est les syndics de copropriété. On recense aujourd'hui 30 000 professionnels de l'immobilier au total qui participent à la gestion active, passive de notre patrimoine immobilier. Et sur ces 30 000 professionnels, 5 000 ont la capacité, ont la carte professionnelle, le sésame en la matière, pour pouvoir exercer l'activité de syndic de copropriété. Et ce sont ces syndics de copropriété qui vont être en première ligne lorsqu'il va falloir rénover les logements, les logements qui sont en copropriété. Alors quel est le rôle du garant vis-à-vis de ces professionnels? C'est un rôle principalement de sécurisation des fonds donc, qui sont remis aux syndics de copropriété par leurs copropriétaires, puisque le législateur a prévu que le garant devait couvrir le remboursement des fonds qui étaient versés et qui ne pourraient pas être présentés en trésorerie. Vous l'avez compris, si vous habitez en copropriété, il est important de savoir qui garantit les fonds du syndicat. Voilà. Et donc, comment est-ce que comment est-ce que cette garantie agit d'un point de vue éthique et de responsabilité sociétale? Alors, d'un point de vue éthique et responsabilité sociétale, elle va être double. Le professionnel qui dispose de cette garantie, forcément, il y a un gage de sérieux. Parce que derrière la garantie que nous délivrons, c'est ce qui était expliqué sur la première table ronde par Bérangère notamment, on a un vrai pouvoir de contrôle. Alors le pouvoir de contrôle, il s'exerce aussi bien lorsque on a un professionnel qui va venir nous solliciter pour mettre en place notre garantie, et il va également s'effectuer tout au long de la vie du dossier, tout le moment, enfin toute la vie de, on va dire, la relation contractuelle qu'on peut avoir. Ce contrôle, il s'exerce annuellement sur pièce, bien sûr, et lorsque le besoin s'en fait ressentir, on peut également aller contrôler sur place. Ce qui nous permet donc de nous assurer des bonnes pratiques du professionnel et du bon respect de ses obligations. Donc la garantie, c'est une vraie protection du consommateur, et le garant aujourd'hui, de par les outils dont il dispose, a un vrai rôle de régulateur sur le marché de l'immobilier. Et comment, en tant que garant, facilitons-nous justement le vote de travaux en copropriété? Comment accompagnons-nous les syndics pour qu'ils fassent les travaux nécessaires à la rénovation? Alors, aujourd'hui, le syndic, lors des assemblées générales de copropriété, puisque c'est ce que je disais juste avant, va se retrouver en première ligne. Le syndic en assemblée générale de copropriété va porter, par le biais de diagnostics, de projets de travaux, d'entrepreneurs, mais également, au moment de ces assemblées générales, proposer des solutions de financement.
solutions de financement qui ont été introduites par la loi Warsmann en 2012 et dans laquelle il avait été en complément prévu un dispositif de caution. Et ce dispositif de caution permettait de couvrir le prêt souscrit auprès de l'établissement bancaire à 100%. Et surtout à désolidariser les copropriétaires entre eux du prêt souscrit. Ce qui a permis donc de faciliter grandement la mise en place de ce système. Et donc on aboutit à un mécanisme de caution de prêt, et on revient donc sur ce sujet de caution de crédit, collectif cette fois-ci, dont je crois savoir que la CEGC et Crédit Logement sont des acteurs assez actifs. Vous voyez que la caution, c'est un vaste écosystème et qu'effectivement, la boucle est bouclée. Exactement. Alors, le mot de la fin de cette table ronde, en ce qui me concerne, c'est que la caution crée de la confiance. Les garants accompagnent et accompagneront la dynamisation du marché du logement durable. Et on sait qu'il n'y a pas de croissance sans confiance. Voilà, c'était l'objet de notre...